Ça veut dire avec recours à la force. Paris qui a déjà 400 soldats sur le terrain en Centrafrique, eh bien, devrait envoyer 1000 hommes supplémentaires. Je vous propose d'écouter Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. C'était mardi. La France appuiera cette mission africaine de l'ordre d'1 millier de soldats pour une opération qui n'a rien à voir avec le Mali. Au Mali, il y avait une attaque de groupes djihadistes, terroristes, pour transformer le Mali en un État terroriste. Là, c'est l'effondrement d'un État, mais c'est aussi une tendance à l'affrontement confessionnel. Nous le ferons en appui et non pas en entrée en premier, comme nous l'avons pu le faire pour le Mali, et pour une période brève. On a compris, d'après ce que disent en tout cas les autorités françaises, que ça va être une opération coup de poing, que ça devrait aller relativement vite. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, 6 mois à peu près, pour écarter ces rebelles, ces mercenaires et ces mercenaires. La question qu'on se pose, c'est qu'en est-il du pouvoir? Est-ce qu'on va laisser en place le président Jotodia? Non, mais je pense qu'il y a le dit et le non dit. D'ailleurs, on en a parlé sur ce plateau. Je pense qu'il y a de facto une mise sous tutelle de la République centrafricaine. Ça passe par une résolution des Nations Unies qui ça, chapitre 7, mais en gros, on va prendre les rênes du pays avec une force dominée par la France. On va chasser le président de Jotodia, on va pas. Non, je sais pas, il restera dans le palais. Mais de toute façon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'est pas obligé de parler du président, mais disons le gouvernement centrafricain qui est en place ne contrôle pas son pays de toute façon, en dehors des 3 quartiers qui sont autour de la présidence. Et ne contrôle pas les gens qui l'ont porté au pouvoir, c'est-à-dire la fameuse milice Seleka qui fait ce qu'elle veut. Entre-temps, ça c'est, comme vous le disiez dans le journal, ça s'est beaucoup durci parce qu'il y a des milices d'autodéfense chrétiennes qui se défendent contre des gens qui sont perçus comme des musulmans. Donc il y a une espèce de conflit religieux qui s'installe et qui peut être éminemment dangereux. Mais la réalité, pour revenir au mot qu'il faut dire, c'est une mise sous tutelle, militaire et sécuritaire et donc politique. Deuxièmement, ça ne sera pas une opération, vous avez utilisé le mot coup de poing, je pense que ce sera plus une opération de sécurisation, c'est-à-dire il n'y aura pas des opérations en plein pays profond, je ne vois pas du tout des militaires français, parce qu'il faut imaginer le terrain en Centrafrique, c'est de la forêt équatoriale, c'est dense, c'est pas du tout un terrain plat comme le Mali, donc c'est pas les mêmes genres d'expéditions militaires, donc je pense que l'idée, enfin je suis pas dans le secret de M. Le Drian, mais l'idée c'est de stabiliser avec des soldats une situation à Bangui qui permette petit à petit de rayonner et de faire en sorte qu'on ne dérive pas vers un affrontement frontal. Deuxièmement, il va bien falloir qu'il pose un jour la question du politique. Qui gouverne ce pays? Est-ce qu'on refait une constitution? Est-ce qu'on va faire des élections? Avec qui? Est-ce que le président Bozizé, ex-président Bozizé, qui est en France, semble-t-il, serait autorisé à revenir? Enfin, excusez-moi du mot, tout ce souk politique qui est posé là, personne n'en a parlé aujourd'hui. Donc tout est à faire, en fait, dans ce pays. Et puis on sait toujours quand une opération commence, oui, on ne sait jamais quand elle se termine. On l'a dit dans la dernière émission, on a quand même affaire, non pas à un pays qui est subitement en crise, on a affaire à un pays qui est structurellement en crise depuis pratiquement son année. Et moi, j'ai utilisé l'expression un État failli, comme la Somalie, comme d'autres États en Afrique. Et donc, c'est ça, c'est reconstruire à partir de rien. François d'Orcival, ce qui est intéressant aussi, c'est que la France est intervenue au Mali. Aujourd'hui, elle intervient en Centrafrique. C'est le nouveau gendarme de l'Afrique? Non, mais elle fait ce qui est inévitable. Elle est intervenue au Mali pour interdire le fait que les forces islamistes qui étaient au nord ne viennent prendre le pouvoir à Bamako. Et aujourd'hui, elle va au Centrafrique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'empêcher que cette guerre civile pulvérulente que vient d'analyser Ziad puisse se poursuivre encore longtemps. La situation là-bas fait que, en effet, sortie de Bangui, vous n'avez plus aucune zone de sécurité. Même à Bangui, les expatriés et la population banguissoise attendent avec une impatience non dissimulée les forces françaises. Mais évidemment. Et donc aujourd'hui, vous avez l'équivalent d'un bataillon, vous allez avoir 1000 hommes de plus. C'est généralement ce qu'on est capable de faire en Afrique. Et avec ça, stabiliser jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'une solution politique puisse apparaître. Parce que je rappelle quand même que le Centrafrique a été historiquement, au cours des 50 ou 60 dernières années, une base française. Donc il y avait une grande stabilité. Aujourd'hui, c'est le désordre et le chaos. Juste une remarque. Il y a peu de pays qui sont capables de projeter 1000 à 1500 hommes
à 7000 km de leurs frontières aujourd'hui. Il y a les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie, mais hors la Russie et les Américains, il y a les Français et les Anglais. D'avoir cette capacité-là. Donc c'est aussi lié au fait qu'on est encore une petite puissance militaire capable de transposer du monde. C'est pour rejeter les accusations de néocolonialisme. Non, la deuxième chose, je voudrais parler 2 secondes de l'Afrique. L'Afrique va mieux, c'est clair. Il y a beaucoup de pays qui sont dans des processus de transition démocratique qui fonctionnent. Il y a beaucoup de pays qui sont dans des processus de croissance qui fonctionnent. Mais il y a des problèmes. Et cette Afrique qui va mieux, elle n'arrive pas, elle, en interne, à se saisir de ces problèmes. On peut parler du Mali, on peut parler de la Centrafrique, on peut parler d'autres endroits. Du Congo. Du Congo, voilà. Donc, si vous voulez, les puissances régionales n'ont ni les moyens militaires, ni les moyens financiers, sont souvent divisés entre eux, souvent pas les mêmes intérêts stratégiques par rapport à ce pays, etc. Donc il y a quand même une faiblesse institutionnelle de la communauté africaine à régler ce type de problème localement. Donc forcément, à un moment, on va se tourner vers la communauté internationale pour dire... Et ça, ceci dit, les Français n'iraient probablement pas en Sierra Leone aujourd'hui. Les Français n'iraient peut-être pas. Oui. Voilà, donc on a une espèce de répartition du boulot qui se fait et soutenue par les Nations Unies. Il faut ajouter que nous arrivons avec mandat de l'ONU parce que vous avez 20 000 hommes de l'ONU qui sont tout de même dans la région. Et que font-ils ? Que font-ils ? Stéphane Simons, comment expliquer justement cette absence européenne ? Parce que finalement, la France est en première ligne, mais on n'entend pas beaucoup l'Europe dans ce dossier-là. Vu de l'Allemagne, on se dit que c'est une ancienne colonie française, on n'a rien à branler. Voilà, c'est dit. C'est l'avantage d'avoir un journaliste allemand autour de ce plateau. Je vais vous dire, c'est cela, et projeter des forces allemandes dans un théâtre aussi lointain, il n'y a aucun moyen. Ceci dit que la France, comme a expliqué Ziad, est déjà prépositionnée avec pas mal de forces militaires sur le théâtre, donc ça se prête. Et puis, quand même, pour un État qui est près du génocide, comme disait Fabius l'autre jour, je trouve qu'il y a quand même un devoir moral, si on peut dire, pour venir à l'aide de ce pays qui est en faillite. Mais on dit que ce terme de génocide n'était pas très approprié, que c'était une manière quand même d'alerter l'opinion publique, en tout cas de la préparer à une nouvelle opération. Mais alors, il n'y a pas de génocide, mais c'est quand même la guerre religieuse. C'est une guerre civile où les gens s'entretuent par des dizaines de milliers. Mais c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. De moins en moins. Oui, mais de moins en moins. C'est vrai au Nigeria, c'est vrai. C'est vrai au Congo. Non, mais le Nigeria, encore une fois, il faut faire très attention. Le Nigeria, c'est un pays de pratiquement, on ne sait même pas, 180, 160 millions d'habitants, 150 millions d'habitants, qui a le même problème d'ailleurs que la Centrafrique, c'est-à-dire qu'il est coupé à peu près en deux par une zone, par une aire qui est plutôt, j'allais dire, de culture musulmane, et un sud qui est plutôt de culture chrétienne. Mais on est aussi en Afrique, c'est-à-dire que chaque pays est différent. Ce qu'on appelle la chrétienté et l'islam, c'est pas la même chose ici que là-bas. Il y a des musulmans qui sont concurrents entre eux, comme il y a des chrétiens qui sont concurrents entre eux. Il y a des réalités géographiques locales qui s'imposent aux réalités religieuses. Donc il ne faut pas trop dire ça y est, c'est les croisés contre le Saladin. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui est sûr, c'est que la faillite des systèmes politiques, c'est-à-dire de la dévolution du pouvoir, de l'alternance du pouvoir, d'évolution du pouvoir, crée des situations qui, à un moment, effectivement, recoupent le religieux, recoupent l'ethnique, recoupent le... Stéphane Simons, Philippe Gély, dans son édito de ce vendredi, je vais vous poser la question à vous. Pardon, non, j'ai cru que vous parliez de l'édito de Stéphane. Non, de ce vendredi dans le Figaro, il affirme que François Hollande pourrait passer pour un néoconservateur à l'étranger. Est-ce que ce sentiment que vous avez, néoconservateur, pourquoi ? Parce qu'il a fait la guerre au Mali, parce qu'il aurait voulu une intervention en Syrie, parce qu'aujourd'hui, il est prêt à envoyer des troupes en Centrafrique ? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que là c'est une formule que, au moins vu de Berlin, on n'acceptera pas. Je trouve que, comme vient de le dire, il y a quand même un enjeu de stabilisation qui touche toute l'Europe, parce que l'Afrique est quand même un marché qui est devant notre porte. La Banque mondiale, l'autre jour, a sorti une statistique sur les 50 puissantes pays au monde qui sont en développement, en croissance. Il y en a 17 qui sont situés en Afrique. Donc on a un fort intérêt en Europe à chercher à stabiliser ce continent, et bien sûr la République centrale est un noyau. Le problème de l'Europe aussi, c'est qu'elle est coupée en deux. Elle est coupée en deux, c'est vrai, sans caricaturer, mais l'Europe du Nord, la Centrafrique, il faudrait déjà la mettre sur une carte. C'est-à-dire que mentalement, ça existe. L'Allemagne, on aura du mal. Mentalement, je veux dire, vous parlez à des Hollandais, vous parlez enfin, je sais pas, la Centrafrique, quoi. Les Allemands, ils savent pas la mettre sur une carte. Non, c'est-à-dire que mentalement, quand on disait il y a le Nigeria du Nord et du Sud,
mais l'Europe aussi, elle a un nord, elle a un est, elle a un ouest. Ils sont pas obligés de tout comprendre. Bon, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans l'adjectif que vous avez cité, néoconservateur. C'est quand même la déclaration du ministre français de la Défense, vous le citiez tout à l'heure. Il a dit dans le Figaro, la France a la première armée européenne continentale. C'est ce qu'on disait, oui. Et les seuls... Qu'est-ce que ça signifie pour nos plus que le Royaume-Uni, il disait, il y a voilà, le nombre de soldats militaires était plus important que le Royaume-Uni. En termes de projection, c'est égal. François Dorcival. Ça a évidemment un écho chez nos voisins, partenaires, membres du Conseil de sécurité et autres. Et donc, voilà, ils interprètent ce genre de phrases avec leurs adjectifs. C'est pour ça que le débat sur la loi de programmation militaire en France a été aussi dur, parce que c'est une manière quand même de restreindre petit à petit cette capacité de projection qu'on a d'aller en Afrique. Au fond, c'est notre Ukraine à nous. Alice, vous parliez de la manière dont nos voisins européens voient la France, le néoconservateur, le néocolonialisme. Voilà, donc là j'ai un dessin d'un dessinateur italien qui reprend le célèbre « Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un colonialisme », avec donc la France qui prend une bonne partie de l'Afrique. Et un autre dessin qui nous vient encore d'Algérie, de dilemme. La France va encore intervenir en Afrique. Qu'on prépare mon chameau. Voilà, si tout ça, ce n'est pas des relents, des visions de néoconservatisme. Je signale qu'il y a un accord militaire entre la France et l'Algérie, et ceci depuis 1 an, qui a été signé précisément par Hollande. Les députés français ont entamé ce vendredi l'examen d'une proposition de loi qui vise à pénaliser les clients des prostituées. Un débat qui divise la classe politique et l'opinion publique française. Alors, il y a eu ce vendredi à Paris, on va regarder ensemble les images des manifestants qui rejettent ce texte, notamment des prostituées et au contraire des partisans de ce projet de loi. Moi, je vous propose d'écouter Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des Femmes. C'était ce vendredi à l'Assemblée nationale. Autrefois, pour évoquer les personnes prostituées, on parlait de filles de noces, de filles de joie, de filles publiques ou encore d'enjôleuses, par pudeur pour une réalité qui avait envahi tout le corps social. Aujourd'hui, on parle des Nigérianes, des Chinoises, des Roumaines, des Bulgares, des Moldaves. On désigne les prostituées selon leur nationalité. La prostitution a changé de visage. On parle de pute. Pourquoi ne pas le dire, tout simplement, puisque c'est un mot qui a envahi notre vocabulaire. Il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, on va en dire un mot dans un instant. Stéphane Simons, est-ce que vous êtes pour ou contre la pénalisation des clients? Non mais je pose, et en avant, ouais, je vous pose la question, Stéphane Simons, parce qu'en Allemagne, la prostitution a été légalisée. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Elle était légalisée comme un commerce comme un autre. Donc, il y a des maisons closes. Même en tant que prostituée, on peut payer dans la caisse sociale. Et on Elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Pardon? Elles ne sont pas très nombreuses à s'être déclarées officiellement. 44, je crois. Moi, j'ai lu 44. Il n'y a pas grand monde. Mais moi, je suis donc pour la pénalisation parce que je trouve que tous ces commerces, aujourd'hui, c'est une atteinte à la dignité des personnes qui exercent et qui ne font pas le libre choix. On suggère dans cette discussion des fois que ces femmes, en Allemagne, donc 400 000, là-dessus, il y en a pratiquement 90% qui sont des étrangères. Alors c'est une traite humaine de misère et évaluer le débat comme si c'était un choix, un libre choix entre des adultes consentants, c'est bidon. Non, mais il s'agit là d'une attente à la dignité humaine. Alors Ziad, pour ou contre la pénalisation des clients? Je vais être très franc, j'en ai aucune idée. Parce que j'ai lu les deux parties du débat, je ne parle pas de ceux qui pensent que c'est fashion et qui ont fait des appels pour dire que c'était fashion et parisien et que pourquoi on allait les interdire et les pénaliser. J'ai trouvé ça consternant et horrible, les parisiens justement. Mais il y a quand même deux parties du débat. Il y a des gens qui disent que la pénalisation des clients va accentuer la clandestinisation, le fait que ces filles vont disparaître de la vue publique pour aller dans des réseaux souterrains, dans des maisons closes clandestines, dans des maisons de passe. Enfin bref, il y a tout un côté sordide qui risque d'apparaître.
comme le fait que du côté des Allemands qui ont essayé quelque chose de différent, on trouve un espèce de super merchandising qui est en fait de la traite humaine installée, organisée, avec des filières d'émigration qui fournissent les supermarchés du sexe, etc. Il y avait eu la fameuse polémique pendant la Coupe du Monde où ils avaient recruté 10 000 prostituées pour... Enfin, je pense que les deux côtés sont sombres et que la seule préoccupation du législateur, en fait, c'est de se dire, comme il y a peu de chances qu'un commerce qui existe depuis la nuit des temps, ou presque, disparaisse de lui-même, comment protéger au mieux celles qui en souffrent le plus, c'est-à-dire les prostituées elles-mêmes. Moi, je pense que c'est la seule discussion qu'on peut avoir, et il n'y a pas de réponse... Je ne pense pas qu'il y ait une réponse évidente, que ce soit par telle mesure ou telle mesure, sauf peut-être l'abolition absolue, que personne, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, même dans les États où il y a une abolition absolue ça existe quand même. de droit... Ça existe quand même, c'est le cas de la Suède, par exemple, où il y a... Chine, voilà, François Dorcival, alors, pour ou contre ? Non, écoutez, franchement, ce débat occupe des pages entières de nos confrères du Monde, des pages entières de débats, où on voit des femmes s'opposer sur le sujet, y compris des prostituées elles-mêmes, y compris la secrétaire générale du syndicat des travailleuses du sexe. Bon, oui. Ah oui. Et bon, tout ça pour aboutir à quoi ? On va interdire la prostitution ? Naturellement, pas plus que le chômage. Et donc, oui, bien sûr que la prostitution est une misère, bien sûr que la prostitution est condamnable, bien sûr que c'est atroce pour ces filles, etc. Mais qui sont les premiers responsables ? Alors on dit on va supprimer les clients, donc il n'y aura plus de prostitution, ou en tout cas elles seront plus protégées. Mais qui sont ceux qui les installent dans la prostitution ? On voit quand même beaucoup de témoignages pour dire proxénètes, mes maris, mes proxénètes, mes pères, mais que l'on commence par s'occuper de cela aussi. Quant à l'existence de maisons, on les a supprimées, nous, alors que les Allemands les ont installées. Nous les avons supprimées il y a 60 ans. Est-ce que ça a diminué la prostitution ? Non, ça l'a installée dehors, dans la rue, dans les bois, ailleurs, etc. Alors en ce moment, nous sommes de nouveau complètement occupés par cette affaire qui ne se résoudra ni par cette loi, ni par une autre. En tout cas, elle n'a pas beaucoup intéressé les députés. Au nom de quelle morale, en plus ? Au nom de quelle morale ? Parce que naturellement, tout ça est contradictoire. Vous avez des filles qui disent, nous, on est à la fois pro-pute et pro-voile. Et naturellement, d'autres disent, mais elles sont folles. Elles sont folles. Un dernier mot, Ziad. Je pense que c'est quand même extrêmement sain qu'une démocratie ait ce genre de débat sur une question de société essentielle. Et deux, ça serait pas mal que ça soit un débat européen. Parce que, effectivement, si on fait passer cette loi en France, vous allez voir les transmutations entre la France et l'Allemagne, la France et la Belgique, etc. Ça va augmenter. Il va y avoir une compétition de l'offre qui va être assez intéressante à suivre. Alice ? Moi, je partage les différents avis. J'ai pas de position très claire parce que effectivement, je trouve que c'est une loi qui pose des vraies questions, notamment sur la sécurité, les moyens de protection en fait de ces prostituées. Et vous parliez de nos confrères du journal Le Monde tout à l'heure. Il y avait un article qui expliquait qu'en réalité, c'est tout le marché des escort boys, des escort girls sur Internet va bien continuer facilement. Et c'est les pauvres prostituées qui sont dans les bois de Boulogne et les personnes qui ont 30 € en poche qui vont y perdre. Et ça me pose question, et juste pour rigoler quand même, parce que on va terminer sur une note. Là, on a peur, Alice c'était très trash. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous chercher un petit clin d'œil du dessinateur Gio qui travaille pour Ciné Mensuel sur les 343 salauds, un papa, une maman et c'est excellent. Et c'est qui ça qui a fait ça ? Gio. Super. Merci. Vous voulez y rajouter un mot, François ? Non. Merci à tous les quatre, vous restez là, je rejoins Karim, on va continuer à parler de ce qui a fait le buzz sur le web, sur la toile ce vendredi, et on commence avec les relations entre François Hollande et la chaîne BFM TV qui semblent plutôt tendues. Alors en tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété par beaucoup de sites d'information qui ont relayé justement une information du Point selon laquelle
eh bien, François Hollande n'apprécierait pas le traitement de l'information de BFM Télévisions et préférerait celui plus professionnel de LCI. Alors, à en croire Le Point, il aurait même évoqué le nom du patron de BFM TV, Alain Veil, en expliquant que c'était un sale type. Alors, évidemment, tout ça, ça a provoqué beaucoup de réactions, notamment la réaction de l'Élysée, qui a très rapidement démenti. C'est ce que explique ce site internet, ozap.com, en expliquant, en tout cas les services de communication de François Hollande, expliquant que ce n'était pas le genre de mots qu'on pouvait entendre de la bouche du président de la République. Et puis, Alain Veil s'est empressé de réagir sur les réseaux sociaux, expliquant « Je ne crois pas aux propos prêtés par Le Point au président. Les relations sont cordiales et professionnelles, comme l'Élysée vous le confirmera. » Alors évidemment, certains soulignent que ce n'est pas la première fois qu'on sent qu'il y a des tensions entre l'Élysée et BFM. Toutes les chaînes d'information, à en croire le site L'Opinion. Alors, du côté de François Hollande, on n'avait pas forcément apprécié le traitement de l'affaire Leonarda lorsqu'il s'était exprimé pendant 4 minutes et que immédiatement après, on avait donné la parole à la jeune fille, notamment du côté de BFM Télévisions. Alors, l'Élysée ne s'attendait pas à ce que la jeune fille réponde à la proposition de François Hollande dans les minutes qui suivent. Et évidemment, c'était resté un petit peu en travers de la gorge de François Hollande. Mais certains soulignent que ce n'est pas la première fois que BFM est critiqué, alors pas forcément par François Hollande, mais par d'autres, notamment par Arnaud Montebourg, qui a parlé de BFMisation de la vie politique. Justement, c'était L'Opinion qui relayait cette information. Et Bruno Le Maire qui avait comparé cette chaîne de télévision à la très conservatrice Fox News, la chaîne américaine. Alors en tout cas, ce qui se joue aussi en ce moment, c'est l'éventuelle arrivée sur la TNT de LCI, la petite chaîne d'information de TF1. Alors apparemment François Hollande aime bien LCI, peut-être un peu moins TF1, puisque TF1 on en avait parlé parce qu'ils avaient bougé quelques minutes, quelques secondes de son pour que le son des huées intervienne au moment où François Hollande ouvrait la porte, mais apparemment il ne leur en tient pas rigueur. En Afrique du Sud, Karim, il y a un hôtel qui suscite la polémique. Alors cet hôtel, on va découvrir quelques images. Alors cet hôtel suscite la polémique pour des raisons très claires. On découvre ces images. C'est un bidonville qui a été reconstitué par une chaîne d'hôtels de luxe. Alors pour les richissimes vacanciers qui s'ennuient un petit peu et qui ont envie de goûter entre guillemets à la misère, parce qu'il y a tout de même le chauffage au sol et Internet, eh bien, vous pouvez aller faire un tour du côté de cet hôtel. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions, déjà sur ce plateau. Oui, ça me fait penser au Favela Tour, qui existe depuis plusieurs années au Brésil, où on vous propose, en touriste, d'aller voir la plus grande misère du monde. Ça peut être très problématique. Et en Allemagne, après la chute de l'Allemagne de l'Est, on pouvait séjourner dans les anciens cachots des Stasi. Et on se souvient qu'après le tsunami, il y avait aussi des gens qui se baladaient au milieu des décombres emmenés par des tours opérateurs. Alors cette fois-ci, il y a carrément toute une structure qui a été construite pour les accueillir. La nuit, c'est 62 €. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça suscite beaucoup de réactions hostiles. C'est tout simplement hideux, écrit Claudia. Et puis Ryan qui dit, voilà, même la pauvreté, on réussit à vous la vendre pour 850 rand, c'est-à-dire un peu plus de 60 €. Et d'autres soulignent, on peut avoir d'autres idées. Bientôt, des hôtels proposeront de passer les nuits dans des camps de Rome. En Chine, on a une drôle de façon de lutter contre la pollution. Alors ça, c'est le site Slate qui nous raconte cette petite histoire. On sait que Pékin est très pollué et que tous les moyens sont bons pour lutter contre la pollution, sauf que là, ce n'est pas forcément le meilleur. On a tout simplement démantelé 500 barbecues. Alors les barbecues, c'est ce qui permet à certaines populations, notamment les Ouïghours, de survivre en vendant quelques brochettes. Alors ça incommodait peut-être les gens qui habitaient dans les parages, mais du côté du gouvernement chinois, on a considéré que c'était un danger énorme pour l'environnement. Donc on a viré tous ces pauvres gens qui essayaient de survivre en vendant quelques brochettes. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je voudrais qu'on se quitte sur ces images de Kiev, la capitale ukrainienne, où sont toujours réunis ce soir des dizaines et des dizaines de milliers de manifestants, des pro-européens qui réclament ce soir la démission du président Yanukovych qui a refusé, vous le savez, de signer un partenariat de coopération avec l'Union européenne.
européenne. On en reparle dans notre édition de 20h. C'est tout de suite. Très belle soirée, très bon week-end. À lundi, Karim. À lundi.